Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue ce soir dans un thème qui me tient spécialement à cœur. Je pense que c'est peut-être un des plus précieux pour moi. Voilà, donc bienvenue à tous. Il y a moins de monde cette fois-ci. Euh, Ça va faire de la qualité, je pense. Ce soir, du coup, nous sommes trois à traiter du sujet. Il y a Laurent et Mike qui est là. On va parler d'écosystème et de racisme aveugle, de discrimination aveugle, aveuglé, je sais pas comment dire. Voilà. Et donc, je vais faire un petit tour pour ceux qui sont là pour la première fois. Ce sont des webinaires qui se font un mardi par mois sur des thèmes qui traitent à la fois de la non-violence et de la systémie, en tout cas de la non-violence systémique. Et puis, à chaque fois, on a un, deux invités qui viennent parler parce qu'ils sont experts, parce qu'ils ont vécu des choses, parce qu'ils ont un regard particulier, une expérience particulière. Voilà. Et donc, ce soir, on a traité de ce sujet suite à un événement. Et du coup, on a phosphoré avec Laurent et Mike et on a eu envie de collaborer pour vous emmener ce sujet sur la table de ce webinaire. Et ouais, j'ai pas parlé du cercle. Le cercle, bah, c'est une bande de guélurons complices de la non-violence systémique qui ont à cœur d'avoir une posture ouverte de chercheurs, de complices, de se regarder, de regarder nos ombres, de voir quelles sont les mécaniques qui nous emmènent à parfois être magiques et parfois être tragiques. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire ici et maintenant. Deux mots sur le Alors, déroulé, deux mots, Catherine, sur le ah oui, déroulé par rapport aux gens qui ouais, peuvent, s'ils le souhaitent, rester ou oui, non, etc. ok. C'est vrai que c'est pas ma partie, du coup, je suis un peu paumée. Donc, le déroulé se fait, les intervenants, première partie, on va parler du sujet. Ensuite, vous partez en sous-groupe avec des questions sur le sujet. Vous allez partir en sous-groupe de 3 personnes et pendant une demi-heure. Et après, on revient pour restitution, questions, réponses sur ce que vous avez vécu en sous-groupe. Voilà. Et donc, c'est parti? C'est parti. C'est parti. Ben voilà, bienvenue à vous tous. Bienvenue à Laurent et Mike qui est pour la première fois en tant que Témoin participants. assisté. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous présenter, comment je me sens ici et maintenant, voilà. Ok. Je vais prendre la parole en premier. Comment je me sens? Assez stressé. Je n'ai pas l'habitude de cet exercice-là, mais j'ai trouvé que c'était assez important par rapport à, enfin, de témoigner de quelque chose que j'ai vécu dans un milieu qui a pour postulat la non-violence. Et pourtant, des choses s'y produisent. Voilà. Donc, je ne sais pas si je dois rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais bon, Catherine, tu me dis? Je peux rentrer Tu, directement ou... bah, peut-être faire un tour de cercle, présenter Laurent, Voilà, comment il se sent, puis après, on est parti ok. mon kiki. Donc voilà, juste stressé, mais très très content d'être là. C'est un sujet Bon. vraiment qui m'a interpellé, voilà, et qui mérite qu'on en parle, je trouve. Moi, je suis un peu stressé aussi, et en même temps hyper enthousiaste à l'idée de vivre ce moment avec vous, avec tout le monde, qu'on puisse partager nos expériences par rapport à ce sujet-là. Donc, mais là, c'est l'enthousiasme qui est plutôt le plus présent là maintenant. Voilà, maintenant que je vois toutes les personnes qui sont présentes, je me dis génial, on va parler de ça ensemble, on va partager ça. Donc, j'ai hâte de commencer en fait. Voilà. Bon. Et moi, je me sens, voilà, donc, au début, j'étais un peu perdue parce que j'ai pas l'habitude d'avoir plusieurs casquettes. Donc là, je me sens amusée, je me sens retrouver ma tranquillité. Et puis,
On se la fait avec le vivant. Ceux qui ont l'habitude de nous entendre savent que c'est pas scolaire, c'est plutôt vivant. Voilà. Donc, pourquoi êtes-vous là ce soir, Mike et Laurent? Alors, ben, l'idée du webinaire est d'abord née d'une interaction que j'ai eue à un de tes stages, justement, Catherine, où j'ai eu un échange avec une personne qui a, comment dire, qui m'a secoué en fait. Je ne m'attendais pas à entendre de tels propos à ce moment-là, à cet endroit-là. Et ben voilà, ça a été assez révélateur en fait, du fait de se rendre dans des lieux bien spécifiques et pourtant de tomber de haut et de voir aussi que l'interlocuteur que j'ai eu en face, l'interlocutrice en l'occurrence, n'avait absolument pas conscience de la violence des propos qu'elle me tenait. Et cette absence de conscience et même cette forme de normalisation qui m'a inquiété et qui m'a fait me dire, mais en fait, c'est pas la première fois que je vois ça, mais à chaque fois, j'espère que je ne vais pas le réentendre. Et c'était tellement costaud à ce moment-là, pour moi en tout cas, que c'était désespérant quoi, de me dire, mais tu viens dans un module de non-violence systémique, tu as une espérance de changement, et tu te dis qu'il y a cet élan-là mutuel, collectif, et pourtant, tu entends des choses comme ça. Donc, je ne sais, je peux rentrer dans, comment dire, ce n'est pas évident de prendre la parole. J'aime pas, je sais pas, j'ai peut-être une forme de pudeur là-dessus. Mais c'est une personne avec qui j'avais un échange à propos du racisme et qui, de fil en aiguille, m'a expliqué, bon, après plusieurs arguments que je trouvais, qui me faisaient monter un peu d'un cran, sur des préjugés qu'elle pouvait avoir sur les personnes et les étiquettes, a fini par m'expliquer qu'elle avait peur des hommes noirs et arabes qu'elle décrivait, enfin, notamment ceux avec jogging et casquette, donc communément appelés racailles dans son langage, à elle. Et c'est là que je me suis senti assez décalé et mal à l'aise, dans la mesure où je suis d'origine réunionnaise et algérienne. Je lui ai juste demandé si moi, je ne l'inquiétais pas, du coup. Et c'est là qu'elle m'a regardé en me disant, mais non, toi, ça va, toi, tu es propre sur toi. Et là, ça m'a, je ne sais pas si, enfin, ça m'a paralysé en fait. Je voyais dans ses yeux qu'il y avait une conviction, c'était même un compliment. Et je suis resté sans voix. Mais je me demandais, mais comment elle peut me tenir ces propos-là sans s'en rendre compte? Et ce n'est pas la première fois que je vois ça. Bon, j'ai participé à des groupes de CNV, je suis parfois allé à des salons où j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai échangé. Et j'avais déjà noté que même à ces endroits-là, j'entendais des propos comme « mais toi, ça va, tu as l'air intégré, je suis né en France hein. ». Voilà. Et à chaque fois, ça me renvoie à si dans ces milieux-là, ce genre de pensée couve dans l'état d'esprit des personnes qui veulent ce changement, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? À part ce webinaire peut-être. Mais voilà. Donc, Catherine, tu parlais de l'importance de nommer les choses. Et même si c'est difficile, moi, je trouve que c'est peut-être la seule chose à faire, en tout cas par laquelle commencer. Si on ne nomme pas, bah, ça reste tabou, ça reste caché, et on ne peut pas regarder les choses en face. Voilà. Donc, le webinaire est né de cet événement-là. Et c'était une personne qui évoluait dans le monde de la CNV, en cours de évolue, ouais, c'était pas au passé, et travaille au contact d'enfants, et est en cours de certification, j'ai appris plus tard. Et donc, je me suis dit, ah, bah, ça m'a inquiété tout simplement. Ça m'a inquiété. Et je me demande même qu'est-ce qui est fait au niveau du monde de la CNV par rapport à ce mode de pensée. Est-ce que c'est vraiment regarder, est-ce que l'existence, est-ce que c'est acté que même dans ces cercles-là,
c'est présent et qu'est-ce qui est fait ensuite? Est-ce que quelque chose déjà est fait? Voilà. Merci. Et en fait, j'ai envie de rajouter surtout que ça arrive, que la violence arrive, ça va toujours arriver. C'est pas tant là que c'est grave. Ce qui est grave dans ce qui est arrivé à Mike, c'est que ben déjà, on est dans un stage de non-violence systémique et on venait de parler d'un sujet qui parlait du racisme et on avait expliqué qu'est-ce que le racisme, que c'est structurel, que qu'on ne peut pas nommer un racisme anti-blanc puisque c'est structurel. On peut avoir des réactions, on peut détester les blancs, on peut, je vais sortir du blanc, on peut détester, on peut être en réaction envers l'ethnie dominante, je dirais, mais il n'y a pas de racisme parce que le racisme, c'est structurel. Et voilà. Et donc, on avait expliqué c'est quoi la différence entre, oui, il y a certains groupes qui peuvent détester les Blancs, qui peuvent détester les Occidentaux, qui peuvent détester l'ex-colon. Oui, ça peut arriver, il peut même avoir des groupes, mais ça ne s'appelle pas du racisme. On avait tout expliqué, je ne vais pas faire la formation ici. Et j'ai essayé de lui expliquer que, bien sûr, il peut y avoir enfin, je lui ai expliqué que le racisme était avant tout quelque chose de systémique. J'ai pris simplement un exemple, je lui ai dit, cette personne était blanche. Est-ce que toi, en tant que blanche, par exemple, tu vas avoir des difficultés, tu vas même te poser la question, voilà, en tout cas, pour trouver un appartement, pour avoir un travail, est-ce que ton apparence, tes origines vont être un problème? Je lui ai dit, voilà, ça c'est la question qui se pose pour les personnes dites racisées. Donc, toi, tu aurais ce genre de difficultés? Elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant, et pourquoi pas? Et là, je n'ai pas compris. J'observais une forme de, soit un déni, soit une espèce de, mais moi aussi je souffre, mais qui niait le thème dans lequel on était présent, qui était celui de la systémie. Et donc ça, et c'était à chaque fois argument contre argument. Il n'y avait aucune reliance. Et donc, enfin voilà, je me suis dit, voilà, ça ramène encore une fois à qu'est-ce qui fait que même dans un événement tel que celui qui était organisé là, avec les explications, il n'y a pas cette ouverture vers le questionnement. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas qu'elle a tort, je dis juste, est-ce qu'on ne peut pas juste s'autoriser à mettre un peu sur le grill ce qu'on croit savoir et le réexaminer. Là, j'avais une fermeture absolue. Et donc, voilà, c'est vraiment ça aussi qui m'a interpellé. Et Laurent, tu as envie de rajouter quelque chose sur, en tout cas, cette mécanique, cet événement? Sur cet événement, bah moi, qu'est-ce qui fait que je suis là, c'est que Max est quelqu'un qui est très proche de moi, voilà, un ami proche. Et du coup, quand j'ai entendu ça, j'étais estomaqué, en fait, estomaqué, en me disant, mais comment on peut vivre ça dans un module de non-violence systémique, venant d'une personne qui est dans un parcours, un cheminement, euh, et avec un aplomb à ne pas se remettre en cause, et encore une fois, une personne qui peut avoir une influence sur, notamment professionnellement, mais aussi, qu'est-ce que ça dit de son écosystème, du système dans lequel elle est, de l'entre-soi, dans quelle mesure il y a des choses qui peuvent être acceptées, validées, légitimées. Je ne suis pas en train de dire que ces propos sont légitimés, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce qui fait que euh, ça peut, voilà, il peut y avoir ce genre de sortie de route, et que, voilà, en tout cas que ce soit nommé et que ça soit vu, c'est important pour moi. Mm, mm, Et voilà, moi en plus, c'est vrai que c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que euh, j'ai vu, bah, ça fait plusieurs années que je chemine, hein, notamment dans la CNV, mais dans d'autres aussi groupes d'appartenance où il y a des valeurs qui sont fortes, des idéaux importants. Je pense que les personnes qui sont ici sont aussi dans ce type de groupe d'appartenance qui peuvent être variés. Et en fait, j'ai vu très souvent à quel point finalement
il y avait des discriminations, des croyances, en fait, qui se développaient dans un entre-soi, où on pouvait croire que finalement, nous, on était arrivé à un niveau de conscience au-dessus de l'autre, on avait plus de conscience relationnelle, par exemple, on avait des pratiques ou des postures qui fait qu'en fait, finalement, là où on veut, finalement, on part sur des valeurs de reliance, et ben en fait, ça crée de la séparation. Et un regard qui crée de la séparation et qui, finalement, bah, va complètement à l'encontre des valeurs qui sont portées et qui sont bienveillantes au départ dans ces groupes-là. Et du coup, je trouvais ça intéressant, du coup, ce qui s'est... Alors, évidemment, très choquant, ce qui s'est passé, et en même temps intéressant parce que ça peut être un déclencheur pour aller regarder, mais est-ce qu'il y a il y a d'autres discriminations comme ça qui sont aveugles, qui ne sont pas vues dans ces milieux-là, et qui sont peut-être, voilà, pas validées, mais en tout cas qui passent, on va dire, qui passent, qui ne sont pas pointées, alors que c'est extrêmement grave, en fait. C'est extrêmement grave. Voilà. Et là, on en vient au cœur du sujet. Ouais, sur cet écosystème. Et en fait, c'est ça, les écosystèmes permettent la discrimination, quelle qu'elle soit. C'est quand Voilà. on dit écosystème, il y a quelque chose de, quand on est dans l'entre-soi, qu'on regarde à partir du même point de vue, on a des angles aveugles énormes. Et donc, on crée des cultures, et ça, c'est normal, c'est pas mal. Quand on crée des groupes, on crée une nouvelle culture. Est-ce que cette nouvelle culture, elle est capable d'aller se regarder? C'est quoi la culture de ce groupe? Et là, en l'occurrence, euh, les groupes d'appartenance de la communication non violente, parfois, ben, c'est quoi la culture? C'est d'être bienveillant, d'être gentil. Et du coup, ben, on ne peut pas croire que dans notre groupe, il y ait des gens racistes. On ne peut pas croire. Et il peut y avoir ben, des billets qui fait, ah, bon, on va aller voir le besoin. Ah, tu as besoin de sécurité. Ah, quand tu dis ça, que du racisme anti-blanc et que tu n'aimes pas les jogging, les trucs, parce que tu as besoin de sécurité, c'est ça. Ah oui. Et on se rejoint au niveau des besoins. Et boum, la personne elle vient de dire un truc hyper raciste et on l'accueille. Voilà. Et donc, eh oui, et du coup, moi, je me questionne beaucoup depuis très longtemps. Moi, j'ai vu beaucoup. J'assume, hein, je le dis, moi, je nomme. J'ai vu plein de racisme dans ce milieu et moi, je me sens pas à l'aise. C'est pour ça que je suis un peu un pas de côté. J'ai entendu beaucoup d'islamophobie. Énorme. C'est un groupe qui est pas très aimé en France en général. Et il est assez élevé. Peut-être les propres sur eux, mais les autres, pas trop. Et donc, et j'ai entendu beaucoup de paroles. J'ai entendu quelqu'un dire à ma copine Marie, ben, elle, de toute façon, elle va s'en aller, elle va aller s'occuper de ses femmes voilées, des trucs comme ça, et tout le monde est, tout le monde est là et personne ne réagit. Voilà. Et quand on dit que c'est choquant, ah, t'as besoin de trucs, ah, t'as besoin de repos, je vois que t'es un petit peu énervée, Catherine. Oui, non, oui, je suis plutôt indignée. Voilà. Donc, du coup, les écosystèmes, on en a tous, on en fait tous partie et c'est OK. Et c'est OK qu'il y ait de la violence et c'est OK qu'il y ait de la maladroititude. C'est toujours pour moi, quand je regarde, ah, c'est bizarre qu'il y ait de la violence. Non, il y en a tout le temps partout. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette violence? C'est là, pour moi, qui est le truc. Que cette personne, elle ait ses croyances, c'est OK. Par contre, quand elle est devant une personne et qu'elle a toutes les clés pendant un stage et elle maintient et elle matraque la personne qui est concernée, là, là, il y a questionnement. Et par exemple, pour vous dire, donc je réponds à un peu ce que Mike se posait. Qu'est-ce qu'on en fait dans le système? Moi, j'avoue que dans le système, j'ai averti des personnes, mais je ne vais pas y aller parce que je ne suis pas légitime. Par contre, il y a une personne qui fait partie d'un groupe, elle va en parler. Et elle m'a dit, elle est tout bien, dit-elle, elle a le langage bourgeois, elle est bien blanche, elle est bien née française, tout, elle a tous les cases pour être entendue. Et elle m'a dit clairement, je vais y aller, mais je pense que je vais pisser dans un violon. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on le met public et les gens en France qui en veulent. Et si des personnes concernées veulent venir me voir, nous voir, ben, ce sera merveilleux. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire sur les écosystèmes selon votre colline, les gars? On peut faire beaucoup de dégâts. Ouais. On peut faire beaucoup de dégâts en
sans même s'en douter, en croyant même faire du bien à la personne qu'on a en face. Et, et c'est vraiment, tu avais parlé de ce deuxième temps où quand on explique à la personne et, et qu'on a l'observation de sa réaction, et ça peut générer aussi une deuxième violence. Voilà, ce refus de dialogue, de sous-peser ce qui est sorti de sa bouche. Voilà, c'est quelque chose, je trouve, que j'ai beaucoup observé où même la personne pouvait se sentir très mal à l'aise et se braquer à l'idée d'avoir commis, entre guillemets, une faute, une erreur, une maladresse. Je n'ai pas le remède, mais ça serait bien qu'il y ait un système qui permette aussi de parfois d'essayer de se dédramatiser en soi pour pouvoir dépasser ça et pouvoir établir le dialogue, justement. Et se dire, OK, j'ai peut-être dit quelque chose de violent, ben oui, mais voilà, on va voir ça ensemble. Là, quelque chose peut avancer. Mais si on veut rester dans son statut, non, il n'y aura jamais de rencontre. Ouais, moi, je pourrais rajouter aussi que par rapport aux écosystèmes, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, euh, mais pour moi, c'est ce qui est d'autant plus compliqué et ravageur d'une certaine manière, c'est quand ces écosystèmes ont vraiment beaucoup de pouvoir, en fait. Beaucoup de pouvoir, que ce soit financier, politique, religieux, enfin en général ça va avec tout ça, et idéologique. Et quand Oh, ces écosystèmes, en fait, à un moment donné, même la personne qui est victime de la discrimination va même presque, sous le poids en fait de cet écosystème, va presque même valider en fait que c'est OK, que finalement je suis en dessous et que je mérite presque d'être traité comme ça. Ou alors, j'ai vu aussi des personnes qui, bah, du coup, bah, voilà, sont plus choquées, ne réagissent plus vraiment ou sont blasées en fait. Et ça bah, pour moi, c'est une catastrophe, c'est une forme de fatalisme et de lâcher en fait. Et bon, peut-être aussi que c'est en lien avec ce que tu disais, Catherine, l'impression d'avoir été peut-être à cet endroit-là, d'avoir pissé dans un violon. Voilà. Mais bon, en tout cas, l'intention peut-être de ces webinaires, c'est comment nous qui sommes dans des écosystèmes, qui peuvent être religieux, encore une fois, communautaires à tout crin, voilà, des systèmes d'appartenance où on a envie de vivre de la bienveillance, de la reliance et des choses comme ça. Comment peut-être, moi, voilà, se poser la question de est-ce que moi, ma croyance, moi, ce que je vois, que c'est dans les écosystèmes, il y a des croyances qui, à un moment donné, on peut croire, et moi, je l'ai cru à un moment donné, je suis communant en CNV, j'ai cru à un moment donné que la CNV pouvait sauver le monde, que c'était la meilleure manière de communiquer, que les besoins, c'était le meilleur moyen de se relier à l'autre, que dire ta gueule à quelqu'un, c'était forcément violent. Eh bien, pas forcément, en fait. Il y a un moment donné où c'est important de se dire que c'est un prisme, c'est une vision qui peut-être, moi, me convient, et peut-être ça bouge d'ailleurs. Peut-être qu'à un moment donné, ça convient moins et peut-être qu'on ajoute des bouts, voilà, que ça peut être un patchwork, qu'on crée sa propre vision. Mais à quel moment notre vision, elle peut être comme une vision ascendante, d'ascendante sur l'autre. Et finalement, on fait la leçon à l'autre avec un visage bienveillant, comme si, c'est un ami à moi qui utilisait ce terme-là. Est-ce qu'on va en sensibilisation CNV, par exemple, en disant, bah, c'est la princesse qui visite ses pauvres. Est-ce que je viens en disant, bah voilà, ils ont beaucoup moins de vocabulaire que moi, donc ils sont forcément moins conscients que moi, par exemple. Ou encore une fois, ce qu'on dit toujours, voilà, moi, il n'y a pas beaucoup de conscience, il n'y a pas beaucoup de conscience. Mais qui on est pour se dire qu'on a plus de conscience qu'un autre? Tous ces trucs-là dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, toutes ces croyances aussi un peu New Age qui peuvent dire, bah voilà, qui en plus sont validées par des biais de confirmation, parce que quand on est dans un groupe d'entre-soi, on va voir la même chose de la même manière et forcément on va arriver aux mêmes conclusions en fait. Et à quel moment, là, bah, ça commence à être dangereux en fait. On peut basculer vers une forme de fondamentalisme. Je fréquente que des gens qui font de la CNV, des thérapeutes qui disent bah, moi, j'accompagne les gens que quand ils ont fait les 3 modules de base en CNV. Moi, je trouve, c'est pas ma vision des choses. Et à quel moment, là, on est où, là? Est-ce qu'on est vraiment dans l'ouverture ou pas? Est-ce qu'on referme? Voilà. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. Ben oui, c'est que dans un groupe,
d'appartenance, on se crée un système de pensée, de croyance. C'est légitime, c'est OK. La violence, elle n'est pas là. C'est quand on arrive à une idéologie, on crée des mythes. Et du coup, on est dans ce groupe d'appartenance où on se sent bien et où on crée ce groupe de survie. Et là, ben, et donc on veut sauver le groupe à tout prix. Et on ferme les yeux sur plein de choses. On peut le voir dans des familles, il y a un grand-père qui viole l'enfant, on va protéger le grand-père, on va protéger la famille, on va protéger le système. Et donc, du coup, il y a des systèmes qui permettent certaines choses et qui empêchent d'autres choses. C'est ce que je disais par rapport au biais de confirmation. Et on sait C'est bien, ça. moi j'ai été éducateur spécialisé, même si je n'avais pas le diplôme pendant des années. J'ai fait plein de choses, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et j'ai travaillé notamment avec des réfugiés, avec voilà, les primo-arrivants, on disait à l'époque. Et en fait, bah, je voyais bien la manière dont on regarde l'autre, il y a tout en fait. Est-ce qu'on le voit comme dans tout son potentiel ou est-ce qu'on le voit comme quelqu'un qui débarque de Syrie ou je ne sais où, qui est sans le sou, qui se sent mauvais, qui a dormi dans la rue? Est-ce qu'on le moi, je voyais des collègues qui le regardaient comme ça, ou qui avaient ce regard-là, et ça avait un impact clair. Et moi, plus un collègue à moi, on avait un autre regard. Voilà, je ne sais pas d'où ça venait, mais en tout cas, voilà, on le regardait dans tout son potentiel, bah, comme un être humain, en fait, avec tout son potentiel. Un enfant, il a tout le potentiel du monde. À ce moment-là, bah, comme par hasard, il y avait une magie qui s'opérait. Mais ce n'était pas moi, la magie. C'est juste qu'on voit le potentiel, et le potentiel, quand il est vu, bah, il peut éclore, en fait. Et à ce moment-là, bah, quand on regarde avec ces yeux-là, eh ben, il y avait autre chose qui va se passer. Et quand on regarde avec des discriminations aveugles qui abaissent l'autre, bah, l'autre, il va se sentir abaissé. Et forcément, il va se comporter d'une autre manière. Et peut-être qu'il y aura de l'agressivité ou des choses comme ça. Donc, attention, attention au regard qu'on pose, notamment quand on est dans une position de pouvoir, d'une certaine manière, de D'influence. formateur ou d'influence. Quand on est thérapeute, formateur, éducateur, même parent, évidemment, quand on est parent, oncle ou tante, quand on regarde son neveu, il y a une influence. Dans les groupes, dans les écosystèmes, il y a plein d'écosystèmes. Et en fait, dans ces écosystèmes où il y a une idéologie, un mythe, et où on pense qu'on a une plus grande conscience que les autres, ça, j'y crois pas une seconde, parce que chaque être humain a un potentiel de conscience, comme tu dis, on a des consciences différentes et à des moments différents. Je dis toujours, des fois, j'ai une grande conscience de grand sage, et des fois, j'ai la conscience d'un petit pois congelé. Et je suis toujours la même personne et je n'ai pas plus conscience. J'ai plus de conscience sur certaines choses à certains moments, mais et chaque être humain est comme ça. Et du coup, quand on pense qu'on a la conscience des gens bien, bon, on se permet tout. Et c'est là que, voilà, la deuxième boucle de notre sujet, c'est ce racisme, cette discrimination aveugle. Elle naît de ces billets j'allais dire conversation, ces billets de confirmation. Il y a un groupe, on entend des mots, on se crée une croyance sur un groupe qui n'est pas le sien. Parce que sur le sien, quand on voit des individus qui nous ressemblent et euh, qui sont pas, qui vont à l'encontre de nos valeurs, on va individualiser la personne. Si je vois une Française, machin truc, qui est con, je vais dire, elle, c'est une conne. Par contre, si elle ne me ressemble pas physiquement ou elle n'est pas dans mon groupe d'écosystème, ben, je risque de l'étiqueter sur ce que je vois et dire, ah, c'est une personne comme ça. Par exemple, souvent les personnes, je restais en France, souvent les Français, quand ils vont à Paris, les Français qui n'habitent pas à Paris, ils disent, ah, les Parisiens, c'est des cons, c'est des stressés, c'est des ci, c'est des mi. Quand ils arrivent à Paris, dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui ressemble aux Parisiens qui ressemblent à leurs croyances, ils disent, ah, c'est vrai, voilà, les Parisiens sont comme ça. Et tous les Parisiens gentils qu'ils vont rencontrer, ils vont dire, ah, lui, il était gentil. À l'inverse, ils vont au Québec, ah, les Québécois sont gentils. Et donc, ils rencontrent des Québécois gentils, ils disent, ah ouais, voilà, la preuve qu'ils sont gentils. Ils rencontrent un con, ils vont dire, ah, lui, c'est un con. Voilà, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, quand ils rencontrent un blanc con, c'est lui, c'est Roger qui est con. Et quand ils rencontrent un noir con, ah ben, c'est les noirs qui sont cons. Voilà. Et donc,
Et donc, quand on est dans notre écosystème, ben, on va dire, ah, telle personne, c'est comme ça. Et on va l'accepter parce qu'on va voir sa beauté autrement. Et quand elle ne fait pas partie de notre écosystème, on va l'étiqueter et on va la rejeter. Et ça crée de la discrimination aveugle. Et on se permet de balancer des trucs à partir de notre regard, de notre écosystème. Et on ne se rend même pas compte que parfois que la personne en face, elle est cette personne autre que soi. Et qu'on l'enferme et qu'on en crée un objet. On le déshumanise, en fait. Parce qu'on ne parle plus à cette personne pleine de potentiel, comme il disait Laurent, on parle à lui en tant que personne du groupe. Mike, oui, toi, j'ai bien vu que c'est arabe, mais t'es propre sur toi. Donc, toi, t'es OK. Ouais. Moi, je suis pas comme les autres. Je suis acceptable. Oui. Oui. C'est. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle le sépare de son groupe à elle. Et elle juge elle juge à partir du groupe dominant. Moi, en tant que groupe dominant, quand je vois les gens qui ne font pas partie du groupe dominant, je les étiquette et je confirme que ce n'est pas des gentils. OK, toi, tu fais partie du groupe des pas gentils, mais tu ressembles bien et je t'intègre dans mon groupe de dominants. Et ça, c'est une violence aveugle, avec pleine bienveillance, avec très grand calme. Et ça, et là, en face, la personne qui, elle, le vit, ben, elle est bloquée. Et ça va que je dise un peu ta réaction systémique? Vas-y, je te dirais oui, vas-y. Ouais. Et du coup, Mike, en tant qu'homme qui, on vient de lui dire que lui, il est potentiellement dangereux et qui connaît l'image que la personne a, ben, sa réaction, elle ne peut pas être dans la réaction pour pas lui donner raison. Donc, il Justement. continue à être le gentil propre sur lui. Et là, il reste bloqué. Et là, il y a un genre de domination qui se crée. Lui, il reste figé à l'intérieur en gardant son self-control. Et l'autre, ben, elle prend le dessus, elle prend le dessus, elle prend le dessus parce qu'elle est complètement légitime. Elle est dans son pays, elle a tout son truc, elle fait partie du groupe d'appartenance dans lequel on est en train de faire. Et elle y va et elle continue dans sa domination. Oui, oui, disons que c'est vrai que ensuite, quand je suis face à ça, en fait, ma réaction, c'est de ne pas alimenter le stéréotype, justement, parce qu'elle me C'est dira, ah ben ça. voilà, j'ai bien raison. Donc, il y a une espèce d'adaptation relationnelle pour justement éviter de générer encore plus de discrimination ou voilà, d'alimenter ce qu'elle croit déjà savoir. C'est ça. Ouais. Après, de manière plus large, vraiment, cette question, elle nous rejoint tous de toute façon. À partir de notre propre système à nous de valeurs, même en tant qu'individu, comme quand on croit intervenir pour le bien d'une personne, alors qu'en fait, on la violente. Je t'avais raconté cette histoire d'une personne malvoyante que je voyais galérer dans le métro. Elle était avec sa canne, elle tapait contre une espèce de mur de barreaux. Elle allait nulle part, en tout cas de là où j'étais. Et je me suis permis d'aller vers elle et d'accélérer mon pas et sans même lui parler. C'était une femme en plus. Et je lui ai pris le bras en lui disant: «Venez madame, je vais vous aider, vous n'êtes pas au bon endroit». Et cette femme m'a explosé et m'a dit: «Mais foutez-moi la paix». Et bon, j'ai levé les bras comme ça, j'ai dit: «OK, désolé» et je suis parti. Mais à ce moment-là, j'ai bien vu en y réfléchissant que je croyais faire le bien pour elle, alors qu'en fait, à ce moment-là, j'agressais son espace corporel. Elle m'a peut-être entendu accélérer, elle a entendu une voix masculine arriver sur elle. Il y a tous les ingrédients qui auraient pu lui faire croire que j'aurais pu venir l'agresser ou en tout cas peut-être même la voler, faire quelque chose qu'elle n'est pas censée attendre dans l'espace public, de manière safe en tout cas. Et j'ai vu que pourtant mon intention, elle était vraiment de contribuer, mais alors pas du tout. Quand je me mets à sa place. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Derrière, il y a toujours des bonnes intentions. Et pour moi, la non-violence, et en plus systémique, c'est de se voir, j'ai eu un impact. Waouh, là, je suis en train de parler du groupe de l'autre, ou je suis en train de rentrer dans l'espace de l'autre qui vit quelque chose que moi, je ne vis pas. En l'occurrence, lui, il est valide, l'autre est non valide.
Et du coup, ben, il y a eu l'intelligence de ne pas dire, ah ben non, mais je vais vous emmener, je vous le dis, je vais vous emmener là, c'est mieux pour vous. Non, il a arrêté. Donc, quand la personne dit des choses racistes, l'autre qui fait waouh, c'est raciste, ben, l'autre, elle peut dire oh, désolé, ah ouais, tu le vis comme ça, puisque voilà, c'est ça la prise de conscience. Il y a Rosemary qui veut poser une question. Et ma question, je la pose comme ça, je n'ai pas une réponse maintenant. Est-ce qu'on fait la différence entre blessure, parce que j'entends beaucoup de blessures, et culture? Moi, je suis d'une culture différente. Ben, Et blessure et culture, pour moi, c'est deux choses différentes. oui, mais ça peut choquer une culture différente et on peut mettre une étiquette, ah ben c'est une blessure, alors que ça peut être juste culturel. Ah ben oui, bien sûr. Ah ben alors là, excuse-moi, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on Ah peut ouais. faire Non, un non, webinaire que là-dessus, Bah mais oui. c'est très intéressant. Et Oui. ça, c'est une grosse, pour moi, violence dans le monde de la CNV. Dès que quelqu'un vit quelque chose, ben c'est pour ça que j'ai développé la non-violence systémique. Parce qu'il y a ce renvoi à dire, ah, ben c'est ta blessure, on va la soigner. Et donc, du coup, plus les gens ont des stigmates stigmates, j'aime pas, pas ce mot, ont Particularité? Des spécificités, des des particularités. spécificités qui ne rentrent pas dans la culture dominante et dans la structure politique, elles ont plus d'énergie à déployer pour exister. OK? Et donc, il y a des choses qui sont de la blessure personnelle d'un petite enfance, des choses, mais il y a des choses qui sont purement systémiques et c'est pas à la personne qui a moins d'énergie à prendre soin de soi tout le temps. Et quand on chemine dans un système, s'il est vraiment bienveillant, ben justement, on fait en sorte de déployer l'énergie du système pour prendre soin des gens qui ont moins d'énergie pour exister. Et non mettre en lumière ceux qui ont plein d'énergie pour être dans la lumière. Et donc, c'est souvent ça qui se passe, et c'est comme ça qu'on a des Macron, qu'on a des rois, des princesses encore aujourd'hui au 21e siècle. C'est que plus que tu as des privilèges, plus que tu as du pouvoir, plus qu'on te met devant, et plus que ben, tu n'as rien à guérir, puisque pour toi, pour exister, c'est tellement simple. Et moins tu as de privilèges, et moins tu es à l'aise dans la structure, que tu ne fais pas partie de la culture dominante pour plein de raisons, hein, validisme, taille, tronche, voilà, Wokisme, bon bref. les ismes, voilà, ben, plus c'est compliqué pour exister c'est plus difficile d'exister dans le monde social, et nous sommes des animaux sociaux, et donc moins tu es mis en lumière et plus tu bosses sur toi et tu dépenses de l'énergie, de l'argent, du temps pour t'adapter. Voilà. Donc je lis la question, hein. Dans Oui. l'un de vos groupes d'appartenance dans lequel vous vous sentez confortable, donc déjà un groupe d'appartenance dans lequel vous vous sentez confortable, ça peut être n'importe quel groupe d'appartenance. Et ce n'est pas forcément la CNV, ci et ça. C'est vraiment, vous pouvez les regarder dans tous vos groupes à vous. Ça peut être athlétisme, religion, comme je disais, je ne sais quoi, euh, Travail, travail, voilà. Même famille. amical, hein, ça peut être amical aussi, regardez. Mm. Vous souvenez-vous d'une action ou d'une parole relevant de la discrimination aveugle qui a généré un malaise? Donc, je pense que c'est assez clair. Et alors, un malaise, et dont vous avez été témoin, l'acteur ou le receveur. Donc ça, c'est important de voir que peut-être vous vous souvenez pas d'avoir fait quelque chose ou d'avoir reçu quelque chose, mais parfois quand on est témoin, c'est aussi une posture où on peut sentir un malaise en fait. Et d'aller regarder, voilà, est-ce qu'il y a eu une action, une parole ou une croyance aussi, voilà, qui peut être balancée comme ça. C'est une vieille âme, c'est machin, ces trucs, qui relèvent ben, voilà, d'une discrimination qui n'est pas consciente par la personne qui le dit. En fait, elle ne se rend pas compte que ce qu'elle dit, c'est hyper violent, en fait. C'est hyper violent et c'est stigmatisant. Voilà. Ça serait mon explication. Catherine, si tu as autre chose à ajouter, ou Mike, des précisions. Mm. Non, non, je trouve que j'ai rien à ajouter, c'est assez bien expliqué. Okay. Et regardez comment vous avez réagi. Encore une fois, c'est intéressant en tant que témoin, parce qu'on est parfois beaucoup témoin de ça aussi, mais en tant que receveur ou en tant qu'acteur, comment j'ai réagi? Est-ce que bah, si la personne, elle me dit que c'est violent pour elle, est-ce que je me suis défendu? Est-ce que, voilà, sans jugement évidemment, tout ça, on est juste en train d'observer comment ça fonctionne tout ça. Cette discrimination aveugle, on en a tous, j'en ai plein aussi. Et c'est juste Mm. regarder, bah tiens,
tiens, là, je ne me suis pas vu, en fait. Mais est-ce que je me suis vu à ce moment-là? Est-ce que je me suis vu plus tard? Mais comment j'ai réagi? Alors, la réaction, elle peut être à la fois émotionnelle, mais aussi du système nerveux. Est-ce que Mm, j'étais figé? Est-ce que j'étais dans mm, l'agitation? Est-ce que je mm. me suis écroulé? Est-ce que, voilà. Et est-ce que, regardez aussi si, bah, finalement, est-ce que c'est un réflexe chez moi? Est-ce que quand je suis face à des situations comme ça, quand je suis témoin de ça, ou quand je suis acteur, ou quand je suis victime de ça, est-ce que finalement, je réagis souvent de la même manière? Je me tais, ou je roule dans les brancards. Voilà. Et bah, comment là vous vous sentez quand vous explorez ça en fait dans ce groupe de trois personnes de Trinôme? Comment on se sent quand on se regarde tranquillement, sans jugement, mais en essayant d'être avec le plus de discernement, en tout cas le plus de clarté, en essayant en tout cas. Ah, merci, re-bienvenue. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Jessica de nous faire son petit feedback Si elle a envie. si elle a envie, si elle veut mettre son micro? Oui, oui, merci Alex. Euh, Dans le fond, ben, c'est ça, je voulais dire que vraiment, je suis vraiment touchée par le sujet, étant donné que je suis moi-même une personne racisée dans le milieu de la CNV. Euh, ben, Parce que tu dis que tu es dans le parcours au en fait, Québec. je suis certifiée. Ah, tu es certifié, oui, excuse-moi. Oui, Oui, oui. oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais j'ai été certifiée au Québec, fait que Ouais. c'est pour ça que c'est un peu Ouais. différent. Voilà, Ouais. bref. Mais je suis au Québec. Ouais. Oui, donc effectivement, je peux vraiment me relier avec tout ce que Mike a témoigné. J'ai vécu des choses similaires. Et puis, je voulais faire peut-être un petit apport pour les gens qui ont envie de développer ou peut-être qui, ce vocabulaire-là, avec qui ça résonnera mieux peut-être. Mais en fait, ce que je disais, c'est que Mike, ce qu'il a vécu et la réaction qu'il a vécue de la personne blanche en face de lui, ça a été théorisé beaucoup par les militants antiracistes, surtout des États-Unis. Et en fait, c'est une réaction qu'on appelle la fragilité blanche. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de développer, moi, je vous invite à regarder ça. Et la réaction que Mike a eue en retour, qui est de moduler son comportement pour pas coller aux stéréotypes et aux préjugés que cette personne avait envers lui, ben, ça aussi, ça a été théorisé par les militants antiracistes et ça s'appelle la charge raciale. Donc, c'est toute cette charge mentale qu'ont les personnes racisées de devoir moduler leur comportement pour pouvoir être acceptés par le groupe dominant et pour pas confirmer les biais que le groupe dominant a sur les groupes racisés. Mm. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais nommer. Et puis oui, et puis je lui disais à quel point je pouvais me relier à la douleur que c'est, en fait, de vivre ce genre de violence dans un milieu qu'on croit safe. Parce que je l'ai vécu aussi Voilà, je l'ai vécu aussi. Mais je ne vais pas en dire plus. Mm. Merci Et- Jessica. Ouais, merci vraiment, Pardon. Jessica. Et c'est vrai que dans l'approche que je propose, j'étale ça sur plusieurs critères, pas justement sur la couleur de peau ou l'ethnicité. C'est la même chose, moi, c'est pour ça que je vais appeler ça la fragilité du grand et la charge du petit. Donc, si tu es valide ou non valide, si tu es une femme, un homme, si tu es une belle gonzesse, une pas belle gonzesse. Voilà. Dès que tu rentres pas dans les critères structurels et politiques ou culturels de la culture dominante, il se joue ces jeux-là. Et du coup, la personne qui est dans les grands, elle le voit même pas. C'est là, c'est aveugle. Et le petit, lui, il voit tout ce qui se passe. Et du coup, il est au courant, il sait plus se positionner. Et c'est là qu'il dépense une énergie folle. Et le grand, dans son confort, ben lui, il n'y a pas à déployer et il ne vit pas la même chose. Et une des invitations de la non-violence systémique, c'est déjà le non-négationnisme. Vous allez comprendre que quand on parle du négationnisme de la Shoah, tout le monde dit « Waouh, ça ne devrait pas se faire. On ne peut pas négationner quelque chose qui a été vécu. » Quand il y a quelqu'un qui est non-valide devant soi, dire « Oh, ça va, il y a plein d'infrastructures pour les fauteuils roulants. » Puis l'autre te dit « Non, il est en fauteuil roulant. »
On ne peut pas négationner ce qu'il est en train de vivre. Un homme qui va dire: «Ah ça va les femmes, maintenant vous êtes libres». Tu le sais pas, tu es pas une femme. Ah tiens, toi, tu as plus de taux de mélanine que moi dans ma peau. Tu es en train de me dire que c'est difficile dans la rue. Tu ne négationnes pas parce que tu ne vis pas ça. C'est déjà la première chose. Voilà. Voilà, je voulais juste dire que, quand j'ai entendu dire qu'il fallait la charge mentale de s'adapter pour, être correspondre au modèle dominant, je pensais évidemment aux femmes qui, Mmh. pendant très longtemps, ont une charge, énorme sur leur apparence, sur leur cotation, physique, mais même dans le monde du travail. Sur, Mmh. le fait que la cotation physique joue sur l'entretien d'embauche, sur l'image de l'entreprise et cetera. Mmh. Mmh. Sur le fait que même aujourd'hui, il y a certains métiers qui sont particulièrement soumis aux des stéréotypes où, on n'entre pas sans chignon, sans maquillage et machin. Je veux dire, c'est pas pour le Mmh. plaisir qu'on le met, c'est parce que c'est juste obligatoire, y compris le tour de taille. Mmh. Voilà, donc je me dis que même aujourd'hui, alors qu'on a quand même beaucoup avancé, et que les femmes Mmh. ont une grande liberté, est-ce que c'est pas il n'y a pas encore une charge mentale des femmes dans le monde du travail? Et c'est écrit nulle part. Aucune école ne parlera Mmh. de ça. Mmh. Ben Et dans 100. voilà, voilà. Et pas que dans le monde du travail, partout. Oui, mais pas dans le monde Mmh. du travail, c'est quand même sanctionné par le gagne-pain et des conditions de vie, quoi. Mmh. Mmh. Bah, dans la rue, c'est sanctionné par la sécurité, par pouvoir aller prendre un verre tranquille, par pouvoir se marcher à minuit dans la rue. C'est partout. Oui, oui, oui. Mmh. Mmh. Voilà, Et du voilà, coup, voilà, une autre ethnie, un handicap physique, et c'est énorme. C'est à peu près 50 critères de discrimination, qu'on peut avoir dans les structures. Rosemary, merci pour ton intervention et c'est exactement ça. Oui, Rosemary. Déjà, je voudrais te remercier, Catherine, parce qu'effectivement, tu as élargi au fait que c'est pas seulement au niveau de la race, mais Mmh, ça peut être au niveau voilà, on ne correspond pas à c'est un ça. modèle, voilà. Donc, Mmh, merci beaucoup. Même dans une façon de penser ou de réagir, ça mmh, peut gêner certaines personnes parce que mmh, ça ne correspond pas. Donc, merci. mmh, Et puis, je voulais aussi noter que moi, d'origine napolitaine, je suis née en France, mes parents étaient tous les deux napolitains et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans avec des Algériens, des Marocains, des mmh, Espagnols et des Italiens. mmh, Et pourtant, et pourtant, même si je n'ai pas la télé, je me suis vue j'ai vu des femmes qui étaient voilées aussi, c'était normal, ce que j'ai vu. mmh, Et pourtant, je me suis vue être choquée et j'ai vu comment on pouvait m'influencer. mmh, Choquée de voir une femme voilée. mmh, Et je me suis dit: «Rosemary, tu peux être très influencée par, ça». mmh, J mmh, Mon père, il était raciste. mmh, Alors, autour de lui, il disait qu'il était raciste, mais autour de lui, ses amis, c'était que des Espagnols, des Arabes, des Noirs et tout ça. Et quand je lui disais: «Mais papa, tes amis, c'est que des Arabes, des Noirs et tout ça», et il votait, Le Pen et tout ça, il me dit: «Oui, mais eux, c'est pas pareil». mmh, Donc ce que je voulais dire, c'est que malgré nous, c'est pour ça il faut vraiment mmh, une attention, une vigilance. mmh, Moi, je me suis vue être influencée. Voilà. mmh. Ben oui, merci de le dire. Et pour moi, c'est énorme d'être honnête déjà. On a tous un petit raciste en soi, on a tous un petit discriminant en soi, on en a tous. C'est d'avoir l'honnêteté et la curiosité de le voir et de qu'est-ce que je fais avec ça? Et ça vient d'où? Et transformer. Ouais, Quand on est sur un chemin de la non-violence, c'est ça, c'est d'aller voir, embrasser sa violence et mmh, dire: «OK, ouais. Et je voulais merci». dire une autre chose, c'est que, mes fils, ils sont nés très bruns et j'ai Mmh, un fils qui a les cheveux crépus, qui était beaucoup avec mmh, des Arabes et un jour, on l'a pris pour des Arabes. De toute façon, quand il avait des cheveux crépus, on l'arrêtait facilement. mmh, Une fois à l'école, on l'a interrogé pendant 4 heures, il avait 15 ans. Al Parce que soi-disant, il avait fait quelque chose qui allait pas, mais c'était pas lui, c'était un mmh, quelqu'un d'autre. Depuis, il se laisse plus pousser les cheveux, il s'habille en costard parce qu'il peut mmh, être facilement donc j'ai vécu ça aussi, donc je peux mmh, comprendre. Moi, j'ai mmh, jamais vécu de racisme, à mmh, un autre niveau, mais pas, par rapport à ma race, quoi, voilà. mmh, mmh, Mon fils, il a vécu, voilà. Je voulais quand mmh, même mmh. Merci beaucoup. Gaëlle.
je vois que j'ai aimé entendre des témoignages de discrimination aveugle dans mon groupe, parce que chacun a pu nommer des situations. Et en même temps, je crois que ce que j'ai le plus apprécié, c'était aussi euh, nos prises de conscience qu'en fait, nous-mêmes, nous sommes très violents, ou qu'on on demande à l'autre euh, de nous offrir de la bienveillance et de la douceur, mais en fait, nous, notre réponse en retour, elle a été pas dans ce sens-là, plutôt dans la violence, ou plutôt... Et du coup, je me dis, mais dans mon système est intégré cet automatisme. Et, Mhm. et que déjà de regarder ça, ça m'a soulagée Mhm. quelque part, de pouvoir Mhm. partager ça avec d'autres. Et j'ai aimé qu'on me ramène aussi à et toi, ta réponse, elle était comment ou comment elle a pu être perçue par le groupe. Mhm. Voilà, Mhm. j'ai dit. Merci. Et le but, c'est pas de se culpabiliser ou de se diaboliser. C'est vraiment de voir qu'on est tous, à chaque instant, porteurs d'une discrimination, quelle qu'elle soit, à partir de notre regard à nous. Et donc, et j'arrête de dire toujours, quand la personne en face de nous vit une autre expérience de vie pour plein, il y a 45, 50 facteurs, je le crois. C'est déjà le premier pas. Je suis curieux. Ah oui, il se passe ça pour toi. Oh, je connais pas cette réalité. Raconte-moi ce qui se passe pour toi. Et pas dire, ah ben non, moi je vis pas ça. Ben, tu peux pas vivre ça puisque t'es pas moi. Pour moi, c'est la première chose. Merci beaucoup du témoignage. Il y avait Sonia. Oui, je disais, j'ai mis dans le chat, mais qu'il y avait, c'est marrant parce que j'y pensais il y a 3 jours, il y a une discrimination qui est énorme, énorme parce qu'elle est quasi invisible, c'est l'auto-discrimination. Mhm. C'est-à-dire, il y a la parole qu'on a, on va dire maladroite pour faire sympa avec les autres, mais avec soi, le nombre de fois où on va se dévaloriser, se comparer au système des autres, et justement se penser moins dans la réussite, moins intelligent, moins belle, moins pour reprendre tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et c'est un système où là, vraiment, effectivement, qui a omis tout à l'heure parler de métaposition, dont il faut s'extraire. Et je suis assez convaincue, mais ça m'appartient, que si on arrive déjà à se parler à soi avec beaucoup plus de bienveillance, peut-être qu'on repérerait plus dans notre manière d'être avec les autres. C'est, comme tu disais, ce qu'on ne voit pas dans le rétro, tu disais tout à Mhm. l'heure. Mhm. Je voulais juste apporter cette touche-là. Et sur Mhm. notre échange que nous avons eu tous les trois, j'ai parlé d'un exemple où là j'étais receveuse de quelque chose, et comme c'est quelque chose que j'entends souvent, j'ai pris le parti justement maintenant de retourner, de répondre, hein, parce qu'on me demandait comment tu réagis, avec l'humour. C'est-à-dire que je joue le jeu de l'humour pour désarçonner finalement l'autre et que l'autre se dise mais merde, qu'est-ce que je viens de dire. Enfin, j'essaye de faire ça en tout cas. Voilà. Mhm. Mhm. Merci en tout cas, c'est super intéressant. Mhm. Merci. Et oui, à l'intérieur de nous, on a tout un système aussi. Et dans notre système, on a un Pol Pot, Un petit tyran, un petit tyran, une Margaret Thatcher, un gros colon. On a tous un petit Hitler en nous. Et du coup, et puis on a un petit enfant blessé, on a un petit qui. Voilà. Donc, ouais. prendre soin déjà à l'intérieur de soi de tout ce système, l'accueillir et pas avoir peur de regarder sa violence. C'est ça, c'est ça. Et de ne pas croire qu'on est quelqu'un de non violent. Moi, ça n'existe pas. La personne qui me dit, moi, je suis non violente 24 heures sur 24, je pars en courant. J'y Mais crois c'est pas. ça, avoir de la compassion, effectivement. Voilà. Merci envers soi-même. Merci à vous. Merci. Non, j'étais en train de penser à, en fait, en fait, ce que ça m'inspire, en fait, là, ce webinaire, ce thème. C'est que je le vois comme une invitation à observer, à écouter et à être capable de remettre en cause ce qu'on croit savoir. Voilà, je pense que quand ces paramètres-là ne sont pas présents, voilà, c'est une source de violence énorme. Il y a aussi autre chose, c'est aussi, enfin, les personnes qui vivent ça, en fait, c'est sur le temps. Il y a une accumulation
dans le temps de toutes ces petites violences, de toutes ces micro-agressions qui peuvent générer en fait voilà, des comportements adaptatifs. J'ai la personne, je n'ai pas son nom, mais qui a parlé d'autocensure. Voilà, moi, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui, pour éviter de vivre certaines situations, vont aller dans l'évitement. Et c'est comme ça qu'on construit des zones d'exclusion, mais presque par défaut, quoi. Parce que la personne sait que dans certains espaces, ça va être plus compliqué et qu'elle n'a pas envie de se coltiner tel ou tel préjugé parce que c'est juste la 50e, la 100e fois qu'elle vit ça. Donc voilà, je trouve que ouais, c'est une invitation à ça, quoi, à vraiment s'observer soi-même et puis observer les autres aussi. Voilà. En tout cas, j'abonde en tout cas dans ce que dit Mike. Ce qui me vient aussi, c'est comment on n'est pas à même, je ne suis pas à même de savoir ce qui est violent ou pas dans ce que j'ai pu faire ou dire en fait, d'être dans une forme d'humilité par rapport à ça et de dire avant de dire bah non, c'était pas mon intention, mais juste de dire oh, attends, est-ce que là je suis pas dans un angle mort, j'ai pas tapé comme en voiture, j'ai tapé sur un truc à côté mais je l'ai pas vu parce que c'était pas dans le rétro. Par contre, il y a eu un choc en fait. La personne, ça lui a fait mal, c'est douloureux. Et juste voilà, c'est un souhait peut-être que j'ai à la fin de ce webinaire de me dire, d'essayer d'avoir ce réflexe-là, je ne l'aurai pas tout le temps, de me dire là, tiens, ça fait mal à l'autre, je ne l'ai pas vu, mais il a mal. Est-ce que je peux juste m'arrêter et essayer de regarder avec lui en fait, avec humilité, parce que peut-être qu'à cet endroit-là, moi, bah, ça me fait pas mal, mais je suis pas l'autre en fait. Et si on fait chacun ce chemin-là, bah, ça pourrait être chouette, notamment, moi, ce qui me vient surtout, et j'en parlais avec Mike tout à l'heure, c'est à quel point, parfois, quand on est victime, on vit en tout cas de la discrimination aveugle par un groupe qui a plus d'influence, comme tu dirais, Catherine, c'est d'autant plus difficile de le dire. Déjà, quand la personne exprime que c'est douloureux pour elle, c'est un super boulot, c'est un super challenge, c'est une super vulnérabilité. Et en plus, si derrière, c'est bah, je t'ai pas vu, ou je te vois pas, ou t'en fais trop, ou t'es blessé, donc je dirais rien là-dessus, mais Catherine, je suis mille fois d'accord avec toi. Je suis blessé, c'est une catastrophe, en fait. Une catastrophe dans les personnes qui peuvent en plus être dans une posture soi-disant de bienveillance. Mais non, quoi. Non. Cette parole, elle est ignoble pour moi. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci pour ce webinaire. Alors moi, je repars avec quand même et vraiment cette question, je trouve, quand c'est d'une personne à une personne, ça me paraît tellement plus simple, même si la violence, elle est là, mais ça me paraît beaucoup plus simple à débusquer. La violence me paraît plus simple à débusquer que quand c'est une personne au sein d'un système. Ma question, elle est celle-là. Je repars avec cette difficulté de me dire, mais à quel moment, même moi, Nathalie, je sers le système et je mets au nom du système, au nom de la protection de ce système, la singularité du sujet à la trappe, quoi. Et en fait, tant que le sujet, il sert le système, tout va bien. Le groupe est content et moi aussi, je suis contente, ça marche. Mais quand bon, ça grippe un peu, il y a un sujet voilà, qui se conforme pas bien et tout, et que le système risque de s'effondrer, là, je suis interpellée dans mon éthique, quoi. Que fais-je? Comment je ne mets pas le système à la trappe pour protéger le sujet, parce que ce système, j'y tiens, et en même temps, comment je reste droite, moi, aussi, pour pas que le sujet soit, voilà, soit écrabouillé, parce que ça peut arriver. Voilà. Donc, je voulais juste témoigner de ça, parce que c'est un vrai problème, quoi. Je voudrais approfondir ça. Ben, Voilà. c'est exactement ça. Le sujet de la non-violence systémique, c'est comment il n'y a pas de réponse à chaque fois, mais l'invitation, c'est de regarder les mécaniques
les mécanismes en œuvre. Et quand on comprend les mécanismes en œuvre, on se donne plus de chances, en tout cas, d'être au service de à la fois la singularité et à la fois la préservation d'un système qui est en mouvement. Et en fait, souvent, le grand écueil, l'être humain a envie que ça soit figé, que ça soit toujours tout joli, mignon, à part l'inconfort. Et du coup, ben non, l'inconfort, c'est ça la vie. La vie, c'est confortable, inconfortable, ça bouge, c'est violent, non violent. Et d'oser vivre l'inconfort dans nos systèmes pour qu'ils évoluent, pour pouvoir à chaque instant intégrer les nouvelles singularités pour créer de la diversité qui crée le vivant. Et dès qu'on fait de l'écosystème, on crée de la monoculture et c'est des systèmes qui sont voués à s'autodétruire. Bien sûr. Et plus ils sont dans le chemin du figement, ben, plus qu'ils sont en autodestruction, et plus ils ont peur, et plus ça se fige. Et donc, ça devient des violences systémiques extrêmement violentes. Et on arrive à des guerres, on arrive à, voilà, si on va dans l'extrapolation, ou des scissions, ou des confrontations. Merci Nathalie pour ce témoignage. Rita. Oui, j'étais en train de me poser la question, comment je passe parfois d'un instant à l'autre, d'un égo-système, d'une violence systémique à une autre. Je me clarifie. Par exemple, là, voilà, je suis libanaise, je sens mon appartenance libanaise. Mais dès qu'une personne occidentale, par exemple, dit quelque chose à propos des Arabes, bien que je ne m'identifie pas à l'idée des Arabes, à la perception des Arabes comme perçue en Occident, mais dès qu'une personne de l'Occident me dit, voilà, vous les Arabes, je me positionne en tant qu'Arabe. Puis, à un moment donné, parce que je suis chrétienne, je ne suis pas musulmane. Pour les gens arabes, ça veut dire musulmane. Donc, si quelqu'un me dit, voilà, vous les chrétiens ou bien vous les musulmans, je me positionne en tant que chrétienne. D'un instant à un autre, je change. Mais c'est quelque chose qui, c'est le réflexe, comme vous avez dit. C'est le réflexe. Et puis, je me rends compte que voilà, je ne suis pas ça. D'habitude, je n'ai pas cet attachement à cette identité. Mais dès que quelqu'un me le dise, c'est ipso facto, je me le sens. Ah voilà, je suis là, je me positionne comme si je vais me justifier ou bien défendre cette appartenance, bien, même si je ne suis pas tout à fait avec, même si comment dire, mon identité sociale est négative, même si je suis contre tout ce que font les Arabes, mais je me positionne comme si je suis là pour défendre les Arabes, ou bien défendre les chrétiens, ou bien défendre... Et ça peut se passer d'un instant à un autre. Et puis après, me retrouver en train de me retirer de tous ces stéréotypes ou bien ces catégorisations et me trouver dans la catégorie des êtres humains. Donc là, je ne sais pas si je peux dire que voilà, je suis dans la violence systémique ou bien je suis dans la défense peut-être, ou bien, je ne sais pas. En tout cas, mon regard, hein, juste là, comme quand je t'entends, pour moi, c'est pas si tu es dedans ou si tu n'es pas dedans, mais la catégorisation comme ça et les généralisations, c'est ça la violence systémique. C'est pas toi, ta réaction, elle est juste légitime, on te dit ça et en fait, c'est qu'on étiquette et on objective une personne, on l'étiquette, excusez-moi, avec une seule de ces identités. Nous sommes multi-identités. Oui, mais je crois que c'est normal qu'une personne
catégorise l'autre et puis quand ils marchent ensemble, c'est là qu'ils commencent à se décatégoriser. Mais peut-être que c'est normal parce que la personne vient avec son histoire personnelle, ses perceptions, ses croyances. Elle vient et puis soudain, elle est devant une personne, disons, arabe. Elle a tout le temps entendu parler de ces Arabes. Et puis soudain, elle est devant une personne arabe. C'est moi, je vois que c'est pas de la violence quand je viens avec tout ça. La violence commence quand je reste avec tout ça et je refuse de rencontrer l'autre dans sa spécificité, dans son être. C'est ça. Oui, ce que j'entends ce que tu dis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je disais que ça arrive. C'est pas ça qui est grave. C'est que ça arrive, on a des réflexes de défense, on a des réflexes de généralisation, on a tous nos angles aveugles avec nos préjugés, tout le monde en a. Mais c'est juste que quand je le balance et je vois que ça a un impact, hein, comme le disait Laurent, je vois que mon impact fait mal. Mon impact réduit l'autre et l'autre ne veut pas être réduit ou l'autre réagit. Ben là, c'est l'opportunité pour choisir la non-violence. La non-violence, c'est un choix. Donc, je vois que j'ai créé de la violence ou soit que je vois que je vis de la violence et qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, c'est là la voie de la non-violence. Mais il y aura toujours de la violence et on est plein de préjugés. On a tous notre Hitler, notre Pol Pot, notre Margaret Thatcher pour faire genrer la violence. et du coup, c'est pas grave de l'avoir. C'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'alimente? Est-ce que je le crois, mon Pol Pot? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je parlais à partir de mon Pol Pot? Est-ce que je crois ces préjugés à mon Pol Pot? Ou bien, je vais dire, OK, Pol Pot, manque de sécurité, tu as bien souvent ce manque-là. Qu'est-ce qu'il te raconte? C'est quoi ta culture? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce qu'on ne peut pas désapprendre ça parce qu'on voit que ça fait de la violence?